Retour à Francorchamps pour le chapitre final des 24 heures de Spa. Il reste 27 minutes de course et Philippe Jacquemotte, la tension est palpable dans le clan de cette voiture et de la voiture sœur. Oui, la voiture numéro 1, celle de Eric Van de Poel, qui roule maintenant depuis 23h33 et qui est en tête de la course avec 556 tours parcourus et qui a un tour et demi d'avance sur l'autre voiture, celle pilotée par Stéphane Lemray, la voiture sœur du team, la Maserati numéro 2, et puis troisième pour compléter le podium de ces 24 heures, c'est le même que celui de tout à l'heure lorsqu'on était sur antenne à 13h30, c'est Darren Turner et Philippe Peter sur l'Aston Martin numéro 10, la voiture grise, vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez vu hier, ils sont troisième à 8 tours des leaders maintenant, et voilà, fin de course. On va pas dire à rebondissement, mais fin de course sous tension quand même, parce que si maintenant il fait sec, eh bien il y a 10 minutes il pleuvait, il y a 20 minutes il faisait sec et il y a 40 minutes il repleuvait. Donc c'est quand même une fin de course un tout petit peu stressante, il ne faut pas commettre d'erreur. Maintenant le challenge c'est d'arriver jusqu'au bout, arriver sans ennui et arriver sans faire de faute, comme il y en avait une l'année passée, rappelez-vous Eric Van de Poel, il avait quasiment perdu cette 5e victoire à quasiment 1 heure de l'arrivée alors qu'elle s'offrait sur un plateau. Cette année, il est à 25 minutes de cette 5e victoire. Il est à 25 minutes de ce record. Donc, il ne faut pas commettre la moindre erreur. Et pour nous aider à vous commenter ces toutes dernières minutes de course, un garçon dont on salue immédiatement le fair play et le courage, puisqu'on rappelle que c'est sa voiture qui avait signé la pole position et que malheureusement cette voiture a été détruite durant le warm-up et que donc il a assisté à ces 24 heures en spectateur et maintenant en téléspectateur. Gloire à vous Vincent Vos, bonjour. Merci à vous. Bon, je vous appelle vous demander comment ça va. Commençons par le début finalement. Cette sortie dans le Raidillon samedi matin, c'était dû à quoi alors? Bon, bah, évidemment c'est une grosse déception, mais d'un autre côté, bon, c'est une erreur qui est difficilement acceptable lors d'un warm-up, mais je connais bien le pilote qui était dans la voiture et ce n'est pas dans ses habitudes de faire ce type d'erreur, donc voilà, j'essaye de me mettre à sa place et bon, je pense que il ne faut pas l'accabler, il ne faut plus l'accabler. D'accord, très bien. Votre opinion sur cette course que vous avez malgré tout suivi, parce que je vous connais, vous êtes un passionné pur et dur. Oui, bah, c'était une course comme d'habitude, hein, comme chaque année lors des 24 heures de Spa, c'était une course très très disputée, bien plus disputée que toutes les autres courses que l'on connaît de longue haleine, comme les 24 heures du Mans. Ici, on a vraiment connu un début de course très très disputé entre les Corvettes et Aston Martin. Et puis par la suite, on avait de suite compris que les Maserati étaient là en embuscade et qu'elles étaient là pour marquer les points de la 6e et de la 12e heure. Ils avaient une autonomie qui était un tout petit peu plus longue. Ils arrivaient à faire 27 tours avec leur plein d'essence et donc ça leur a permis de prendre les points de la 6e et de la 12e heure. Et là, nous sommes dans le peloton des GT2. Attention, ne pas négliger non plus. La tête du GT2, eh bien, c'est pour Matteo Malucelli et Joël Mathias notamment, sur la Ferrari 430 numéro 77. Celle-ci, elle est 3e du classement GT2, 7e au classement général. C'est celle de Tony Villander et Gianmaria Bruni. La voiture qui est leader du championnat, la voiture qui a déjà gagné 3 des 4 courses de ce championnat FIA GT, en tout cas pour cette saison, et une voiture qui est partie des stands et qui est quand même remontée à une 7e position, c'est tout à fait intéressant. Une autre voiture intéressante dans ce classement des GT2, c'est celle de Westbrook et d'Emmanuel Collard. Là, voilà la Porsche numéro 61 qui elle est 6e au général. On remonte le classement qui est 2e en GT2. Et puis la première du GT2, je vous l'ai dit, c'est celle de Matteo Malucelli. C'est la Ferrari 430, celle qui est jaune et rouge. Voilà donc pour les trios
qui va être sous le podium de ces 24 heures. En GT1, Van de Poel, victoire belge, plus que probable, même si on va faire très attention pour les 22 minutes qu'il nous reste. Deuxième, Alessandro Pierguidi qui partage la voiture avec Miguel Ramos, Alessandro Negrao et surtout Stéphane Lemeret, doublé belge, donc plus que possible, probable, en tout cas on l'espère, on croise les doigts. Troisième, Darren Turner et Philippe Peter, ça c'est pour les GT1. Quatrième position pour la voiture de Ben Ocotte et Alain Ferté, notamment une autre Maserati. Et puis on commence avec les GT2 à partir de la 5e place. On vous l'a dit, Malucelli, Collard, Villander, Bruni. Vincent, lorsque vous regardez les résultats, les chronos, lorsque vous voyez le comportement des voitures, est-ce que vous vous mettez du baume au cœur en vous disant que de toute façon, votre voiture aurait eu du mal à tenir ce rythme-là ? Non, nous, il faut juste savoir qu'on avait un sérieux problème de consommation, c'est-à-dire qu'on consomme nettement plus que les autres. Donc on allait devoir ravitailler un peu plus souvent. Maintenant, vu les conditions de course et vu le nombre d'arrêts qu'il y a eu pour changement de pneumatique, évidemment, on comprend bien qu'on aurait été évidemment dans le coup puisque les arrêts ne nous auraient pas empêché évidemment de rester devant. Voilà la voiture qui est 4e au classement général. Impressionnant quand même, puisque nous avons un Maserati, 2 Maserati, 3 Aston Martin, 4 Maserati. Et la grosse surprise, c'est qu'il n'y a quasiment pas de Corvette à l'arrivée, ni la 6 qui avait gagné l'année dernière avec Ezemans, Golin, Deletraz et Fassler, ni la 5 avec notamment eu Alzen au volant. Voitures qui ont tous les deux eu des problèmes. La 6, vous l'avez vu, elle a brûlé ce matin en rentrant avec un problème d'injecteur d'essence qui avait été brisé dans une collision déjà hier soir avec l'Aston Martin de Carlo Wedlinger. Carlo Wedlinger qui a donc été éliminé hier soir également sur un accident. Ça, c'était une Aston Martin qui a disparu. Donc, et puis il y a eu bien sûr la Corvette de Christophe Bouchu et Maxime Soulet notamment, qui elle avait eu un gros problème en qualification, qui a quand même fait aller, on va dire, une petite heure de course avant de rentrer sur des problèmes de frein, tellement la voiture avait été endommagée pendant les essais et remontée vaille que vaille, mais malheureusement dans l'urgence, difficile d'avoir une voiture suffisamment performante. Et ça, Vincent, pas de Corvette à l'arrivée, c'est quand même une surprise aussi. Ouais, c'est une énorme surprise puisque c'était vraiment trois Corvettes de pointe, 3 Corvettes extrêmement bien conduites. Et on peut dire qu'il y a eu, lors de ces 24 heures, énormément de dégâts, énormément de pépins sur la piste, sorties de route et autres problèmes mécaniques, mais surtout des sorties de route dues aux conditions extrêmement difficiles. Le clan Maserati avec Stéphane Lemeret qui a le sourire. Voilà sa voiture d'ailleurs. Voilà. On peut vous dire que le patron Michael Bartels, lui par contre il fait, c'est pas qu'il fait les 100 pas, il fait les 1000 pas. De grands gestes, les sourcils durement inclinés. Il gère tout, Michael Bartels. Il est vraiment aux petits soins, il fait attention. Les conditions de confort de ses pilotes sont absolument hallucinantes. Ils ont des douches, des jacuzzis, des salles de repos, des kinés, etc. C'est vraiment très impressionnant. Il fait attention à tout. Et là, on a été voir Eric Van de Poel tout à l'heure. On a été voir Stéphane Sarrazin également. Et on a été voir Stéphane Lemeret aussi. Tous nous ont dit non, on ne peut pas venir chez toi. On doit rester dans le team, on doit rester là. Bartels veut que tout le monde soit là. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, c'est le mot d'ordre, tout le monde est là, on est aux aguets, on fait hyper attention. Cette année, effectivement, ils ne veulent pas que la victoire leur échappe. L'avantage par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils ne sont pas vraiment sous pression. Van de Poel, 569 tours, Pierguidi sur la 2 est à 2 tours derrière. Et puis le troisième, Darren Turner, il a 8 tours de retard sur la voiture leader. Donc maintenant, ça va, ils peuvent voir venir. Normalement, ils ne peuvent plus perdre. Et là, en ce moment, chez Maserati, on fait de la télévision, puisque c'est pas un hasard. Si les deux voitures sont dans la même image, ils sont mis d'accord par radio. C'est comme ça que ça se passe, Vincent. Oui, surtout comme vous venez de le signaler, il n'y a vraiment pas de pression sur eux. Ils sont là en parade. Maintenant, on voit que la 2 laisse passer la numéro 1 d'Eric Van de Poel. Voilà, Eric Van de Poel vient de prendre la tête de ce petit peloton. Ça fait extrêmement plaisir pour Andrea Bertolini qu'on voit ici à l'image, pour l'équipe de Michael Bartels et surtout évidemment pour Eric Van de Poel qui
qui avait connu une énorme déception l'année dernière, et pour toute cette équipe que j'apprécie tout particulièrement, puisque j'ai roulé pour eux en 2006, et on peut dire que Michael Bartels en effet fait vraiment tout pour son équipe, pour ses pilotes, pour ses mécanos. C'est vraiment une énorme équipe d'un grand professionnalisme, et ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça à la parade, parce que là on peut le dire, ils ont dominé de la tête et des épaules cette 60e édition. Il n'y a pas de bobo, pas d'accident, pas de crash, quasiment pas d'erreur dans la stratégie, même si parfois il y a eu une petite hésitation sur les pneus. On se souvient hier soir, Andrea Bertolini, il a passé les full pluie alors que Negrao était en slick, et bien finalement c'est Negrao qui avait fait le bon choix. Ça a été un petit peu touchy pendant 3-4 tours, mais finalement le pilote brésilien allait plus vite que Bertolini. Et puis c'est quand même un team très puissant et très professionnel, hein. Bartels, il a gagné avec Van de Poel en 2005, il a gagné en 2006 avec Van de Poel et avec Bertolini déjà. Et bien on va voir ce qu'il va se passer pour 2008. Alors dernière petite intervention sur une des deux voitures, vraisemblablement sur la 1, celle de Eric Van de Poel, qui n'a fait que 22 arrêts jusqu'à présent, alors que la 2, celle de Stéphane Lemray, Miguel Ramos et Alessandro Negrao, en a déjà 23. Donc peut-être un petit arrêt de sécurité, un petit splash pour l'arrivée. Ouais, je ne sais pas évidemment quand ils ont ravitaillé pour la dernière fois, mais c'est certainement un petit splash and dash, évidemment pas le moindre souci, 2 tours d'avance. Et puis surtout la deuxième position qui est acquise par l'autre voiture, la voiture sœur de Stéphane Lemray. Et c'est très très chouette aussi pour Stéphane. Je crois que ça doit être son deuxième podium lors des 24 heures de Spa. Il avait déjà fait un podium avec l'Aston Martin du team Phoenix. En 2005, tout à fait. En 2005, et voilà ici son deuxième podium. Il a très bien roulé, Stéphane. Il a beaucoup roulé aussi, beaucoup plus qu'à l'époque au volant de l'Aston Martin, et c'est très très chouette pour lui. On voit son partenaire là, qui est très présent sur la voiture, et c'est évidemment une réussite pour tout ce monde-là. Alors fait important également, les Maserati ont 3 arrêts de moins que l'Aston Martin qui est 3e. 3 arrêts, ça fait quand même quasiment 4 minutes et demie. Gagné juste sur la stratégie et sur l'efficacité dans les stands, et ça compte beaucoup. Et là vous êtes au volant de la voiture de Philippe Peter qui était avec nous tout à l'heure, la 3e, l'Aston Martin numéro 10 du team Gigaway. Voilà, 3e à 8 tours des leaders. Cette fois-ci, une Aston Martin termine. C'est la deuxième fois dans l'histoire qu'une Aston Martin termine. La première fois, c'était en 2005, justement, avec le Team Phoenix. Ils avaient terminé deuxième. Cette fois-ci, c'est le 3e. Mais toujours pas de victoire pour Aston Martin, malgré les moyens qu'ils ont déployés ici. Oui, on peut se rappeler qu'en 2005, Aston Martin s'était présenté avec l'équipe officielle, avec ProDrive, et finalement ça n'avait pas été une réussite. Tout le monde s'était dit qu'ils allaient dominer la course, et ça n'avait pas été le cas. Ici, Eric Van de Poel qui rentre au stand pour comme vous dites, un dernier petit splash and dash. Eric, alors le splash c'est de l'essence, le dash c'est le nettoyage. Voilà. Eric évidemment reste bien concentré. On laisse évidemment Eric au volant, qui connaît maintenant les conditions de piste, et qui de toute façon est le pilote idéal à mettre dans la voiture pour l'instant, parce que c'est certainement dans ces conditions-là le pilote qui a le plus d'expérience. Allez, on va quand même déjà en parler. 5e victoire plus que probable. La première, c'était en 1987 sur une BMW M3 avec Martin et Theiss. La deuxième fois, c'était en 1998 sur une BMW 318 avec Duet et Cudini. Et puis 2005 avec Bartels Scheider, 2006 avec Bartels et Bertolini. Et puis croisons les doigts pour Eric, que ce soit en 2008 également. On peut évidemment saluer la carrière d'Eric, bien évidemment, puisqu'on voit que sa première victoire a eu lieu en 87 avec une BMW M3 avec Didier Theiss et Jean-Michel Martin. Donc nous sommes 21 ans plus tard, et Eric est toujours dans une voiture de pointe. Il est toujours là pour gagner, et il faut saluer cette carrière exceptionnelle. Si même sa carrière en Formule 1 n'a jamais atteint les objectifs qui s'étaient fixés, on peut dire que dans le milieu du sport auto, en sport prototype, en GT et en tourisme, Eric a toujours été une référence. Belle longévité effectivement, et là vous voyez de voir Andrea Bertolini relativement serein et détendu. Andrea Bertolini qui est le pilote d'essai
Maison, qui est le pilote d'essai Ferrari pour le team de Formule 1. Et il l'est depuis, je crois, 2003. C'est lui qui fait pas mal de kilomètres à Fiorano et au Mugello avec l'équipe de Formule 1. C'est lui qui a développé aussi toute cette Maserati MC12. J'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai eu l'occasion de faire des essais avec lui, etc. avec cette Maserati MC12. Et c'est un très très grand professionnel. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Et ça fait vraiment, je me répète, mais ça fait vraiment plaisir pour Andrea et pour toute l'équipe. Ils ont vraiment fait une course exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'il est très sympa, Andrea, et il nous expliquait d'ailleurs en conférence de presse il n'y a pas très longtemps que oui, il faisait des essais pour Ferrari F1, mais qu'il en faisait un petit peu dans la voiture et beaucoup sur le simulateur. Et alors il disait la voiture c'était super parce qu'on terminait à 18h parce qu'il fallait que les mécaniciens aillent se reposer, mais le simulateur ça n'a pas d'importance, on peut le faire travailler jusqu'à 21, 22, 23 heures parfois, et donc du coup il travaillait beaucoup plus, il rentrait beaucoup plus tard chez lui. On parlait tout à l'heure du souci du détail dans le clan Maserati, c'est à tous les niveaux, jusqu'à l'accueil et jusqu'au réceptif, comme on l'appelle, parce qu'on vient de voir un plan assez rapide sur une grande tente qui a été installée pour les invités, les sponsors. Et on s'est retrouvé là par hasard avec Philippe hier midi, et en guise de boutade, Michael Bartels leur a dit voilà, si demain, c'est-à-dire maintenant, juste avant 16h, ça se passe bien pour nous, vous recevrez des drapeaux, faites-nous signe, et vous, on vous fera signe. Et ben voilà, je pense que tout doucement, on y est, ça se passe au niveau de la chicane. Oui, les drapeaux sont là, effectivement. Et puis il y a un autre team où on va être content, c'est celui-là, hein, c'est le team de la BMS Scuderia Italia avec cette voiture, cette Ferrari F430 qui va remporter la course en GT2. Et avec 3 tours d'avance sur la Porsche de Richard Westbrook. C'est l'équipe Richard Westbrook représente, est un pilote officiel Porsche. Il est dans l'équipe avec Emmanuel Collard. Ils ont gagné, je pense, une course à Monza début d'année dans le championnat. Ils ont pas mal de difficultés à battre la Ferrari 430 de Villander. Mais ici, on voit que c'est Malucelli avec la BMS Scuderia avec les pneus Pirelli. Donc on peut signaler que la première position d'un pneu Pirelli est en 6e position. On est très content pour celui qui partage le volant de cette voiture, Jean-François Emeroul. Il est pour l'instant 13e au général et leader de sa classe. Il reste 10 minutes de course. Nous faisons une courte pause publicitaire et nous sommes de retour juste après. Et c'est reparti jusqu'à l'arrivée, jusqu'à, on l'espère, la victoire d'Eric Van de Poel et même le doublé belge avec Van de Poel 1 et Lemray 2. Question traditionnellement en même temps assez incontournable, Vincent, si vous étiez maintenant dans la tête d'Eric Van de Poel, on se concentre comment on fait pour évacuer cette fameuse peur de gagner? Évidemment, ce sont des tours qui ne passent pas très vite. Pour une première raison, c'est qu'ils tournent, je ne vais pas dire qu'ils tournent au ralenti, mais on peut vraiment dire qu'ils ne poussent plus du tout. Ils sont vraiment en formation. Et donc, automatiquement, c'est des tours qui ne passent pas très rapidement. Et il écoute, il est à l'affût du moindre problème sur la piste et puis surtout du moindre problème dans la voiture. Et on peut faire confiance aux ingénieurs de chez Maserati qui ont certainement peaufiné cette voiture lors du dernier ravitaillement. Ils ont certainement tout checké et il ne faut jamais évidemment vendre la victoire avant. Mais bon, on peut dire qu'Eric Van de Poel va remporter sa 5e victoire. Et il est dans la voiture, il sait ce qui s'est passé l'année dernière. Ça a été à mon avis une énorme déception pour lui et je crois qu'il n'a pas eu de problème à le dire. Il a fait une petite interview d'ailleurs là-dessus vendredi en disant que c'était vraiment très très dur de revenir dans le box comme ça après une erreur. Et il faut savoir que l'année précédente, l'équipe avait gagné grâce à lui, grâce à un relais formidable au petit matin. C'est lui qui avait pris la tête avec la voiture de Michael Bartels et donc je crois que le team a prouvé ici en le reprenant pour cette édition 2008. Ils ont prouvé qu'ils n'avaient rien à reprocher à Eric et qu'ils étaient très contents de l'avoir.
Parce qu'en plus sur ce genre d'équipage, sur ce genre de projet FIA GT, ce qui compte aussi c'est une sorte d'esprit de famille, de collaboration à moyen long terme. On n'est pas, en tout cas pour les teams de pointe, on n'est pas dans le dollar à tout prix et le court terme. On vise une collaboration un peu comme ça installée. Oui, c'est sûr. Bon, ici, Eric Van der Poel, je crois que c'est sa troisième victoire avec l'équipe Maserati. C'est sa troisième victoire avec Michael Bartels. Il fait partie de l'équipe. C'est une équipe vraiment avec une excellente ambiance. Et ici, ils ont engagé Stéphane Sarrazin, qui est vraiment, on va dire, le pilote de chasse, le pilote il est extrêmement rapide. C'est lui qui avait réalisé la pole pour Peugeot cette année-ci au 24 heures du Mans. Pilote qui a vraiment la réputation d'être très rapide. Andrea Bertolini qui est pilote extrêmement rapide aussi, pilote très sûr. Le chef, le patron Michael Bartels qui est très bon pilote aussi, énormément d'expérience. Et puis le pilote d'expérience pour les 24 heures de Spa, le pilote à avoir, Eric Van der Poel. Voilà, Michael Bartels qui a essayé de qualifier 4 fois une Lotus en Formule 1, pour ceux qui s'en souviennent. Ça c'est quand même pour dire qu'effectivement il avait un bon petit coup de volant. Et puis Michael Bartels, mais on n'en parle pas tant que ça, mais finalement grâce notamment à Eric Van der Poel, il a un beau petit palmarès parce que ça va faire sa 3e victoire en 4 ans. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent dire qu'ils ont gagné 3 fois les 24 heures de Francorchamps en 4 participations. Donc finalement, grâce à Eric, comme vous l'avez dit, c'est pas une mauvaise association, c'est un couple qui fonctionne bien. Ces 4 dernières années, ils ont remporté 3 victoires et une seconde place, donc ils n'ont jamais raté le coche. Et bon, voilà, ça montre tout le professionnalisme de l'équipe. Voilà, et on remonte le classement avec le réalisateur, puisqu'on a vu la Lamborghini Murcielago de Peter Cox qui était à la 9e position du général, 5e en GT1. Et puis nous voilà avec, vous avez vu la voiture de Ben Ocott, c'était la Maserati bleue. Nous venons de quitter l'Aston Martin numéro 10 de Darren Turner, double vainqueur des 24 heures du Mans, qui n'aura pas gagné ici à Francorchamps cette année. Et puis maintenant le duo de tête, le tandem, les deux Maserati qui roulent en formation tels des avions de chasse qui fondent sur la victoire. À 5 minutes de l'arrivée, petite parenthèse. Oui Vincent, vous vouliez dire ? Petite anecdote, oui. Il faut savoir que le team manager sur l'Aston Martin numéro 10, donc le team manager de Darren Turner, c'est Nigel Stepney qui a fait partie de ce fameux Stepney Gate qui était entre Ferrari et McLaren, qui était l'espion de Ferrari. Et donc voilà, Nigel Stepney est le team manager chez Gigawave. Dans le team Gigawave. Effectivement, l'espion de Ferrari en Formule 1, rappelez-vous l'année passée, que l'on retrouve ici à Francorchamps sur cette voiture, en tout cas la voiture dont il s'occupe, la Aston Martin numéro 10. Alors vous avez vu dans le box de chez Vitaphone pour la 1 et la 2, tout se prépare pour accueillir les voitures. Il reste 4 minutes 21 secondes de course. De quoi faire 2 tours. Et ça, c'est étonnant. Voiture Malucelli, la voiture qui mène, le GT2 qui rentre au box. Alors ça, c'est... Espérons que ce soit un splash and dash. Les pneus sont prêts. Splash and dash de dernière minute. De quoi faire encore un tour de plus. Alors ils ont 3 tours d'avance sur la Porsche. Effectivement, ça devrait suffire. Mais ils auraient peut-être pu faire ça un tout petit peu plus tôt, histoire de ne pas trop nous inquiéter. Ah oui, ils chantent les pneus quand même. C'est qui avait vraiment limite, parce que sinon, pour les 2 tours qui restent, mais c'est vrai que tomber en panne d'essence dans le dernier tour, c'est pas un truc à faire non plus, donc autant prendre ses précautions. Et vous voyez, pas de stress dans la pit lane chez Maserati. Il faudra repartir pour un tour, les amis. 2 tours. Même 2, oui, effectivement. Ça dépend à quelle vitesse ils vont le faire, effectivement, mais on ne passera pas en dessous du portique avant 16 heures. Donc il faudra encore faire 1 voire 2 tours. Tant qu'on en est, mais il ne faut pas rouler trop lentement non plus avec ce genre de voiture. Non, je crois qu'il faut être très prudent, mais il faut garder un rythme. Roulant 2,44 pour l'instant, donc sur le sec on est vraiment tranquille, c'est 30 secondes moins vite que ce qu'on faisait hier après-midi, dans les mêmes conditions quasiment.
Tout à fait, mais bon, là évidemment, ils sont vraiment en formation et il est d'autant plus facile pour les caméramans qui sont en bord de piste de les prendre sur la piste et de les filmer tout le long de leurs 2 derniers tours là maintenant. Ouais, il me semble qu'il y a grosse opération relations publiques avec une peu de fumée, là, de la Ferrari qui fume un petit peu. Et c'est la Ferrari numéro 55. C'est une voiture de la Scuderia Écosse. Une voiture de Chris Niarchos et Tim Mullen. Chris Niarchos, le pilote canadien. Enfin bon, ça a l'air d'aller, ils vont terminer. Bertolini et Sarrazin, 2 des 4 vainqueurs de cette édition des 24 heures de Francorchamps. 60e édition. Associé à Michael Bartel, c'est Eric Van de Poel. 2e, nous avons Stéphane Lemray, Alexander Negrao, Miguel Ramos et Alessandro Pierguidi sur la Maserati numéro 2 à 2 minutes de l'arrivée maintenant. Tout le team Vitaphone est en ébullition. Ils ont beaucoup d'invités en bord de piste. Ils ont fait beaucoup de communication. Vincent, à votre avis, ils vont, on ne les dépasse plus, voilà. On ne les dépasse plus. Hein. Ils vont tenter de ne pas faire le tour supplémentaire, donc il reste 1 minute 40 là. Ouais, non, je pense qu'ils vont devoir... ça va être limite. Ils vont peut-être devoir encore en faire un. Ouais. S'arrêter sur la piste et il y a peut-être des voitures. Sarrazin qui est tout content. Il y a peut-être des voitures qui jouent toujours une place et donc il faut quand même faire attention à ces voitures qui sont toujours elles dans la course et qui ont toujours quelque chose à gagner. Donc faut être prudent à ce moment-là. Alors c'est amusant parce que les Ferrari sont restés derrière en disant que c'est quasiment un tour d'honneur. De toute façon, on va plus se battre, on n'a plus rien à gagner. Et puis c'est la même maison. On va rester derrière, c'est la même maison effectivement. Par contre, la Porsche, elle n'a pas fait de sentiment. Elle continue, elle a avancé, elle a dépassé. Bon, il n'y avait pas de risque, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette tradition dans une course de 24 heures, c'est que les voitures restent derrière. Ben non, les Ferrari passent aussi. Les Maserati vont vraiment trop lentement. Je crois qu'elles vont essayer quand même de ne pas faire le tour de trop. 45 secondes, mais là... Parce que là, ça va être vraiment très difficile. Ils ralentissent très fort. Hein. Mais ils vont devoir faire un tour supplémentaire, je pense. Hein. Ils arrivent à la chicane. Ouais. Une montre. C'est pas la montre de qui il s'agit. La Lamborghini qui passe également, celle de Peter Cox. Ils sont 9e au général, 5e en GT1. Voilà, on est quasiment arrêté. 23 secondes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Que font-ils? Est-ce qu'ils s'arrêtent? Est-ce que le drapeau à damier est prêt? On va faire un tour supplémentaire. On ne le voit pas d'ici, le drapeau à damier. Il s'arrête en seconde. Alors, est-ce que Roland Brunserad est sur la passerelle? C'est reparti, ils ont mis les gaz. Et on est très content évidemment, mais l'arrivée n'a pas encore été donnée. Et voilà, on est à 0-0. Mais le drapeau est derrière. C'est maintenant, mais ils doivent refaire un tour. Alors, ce tour-ci, ils l'ont fait en 3 minutes et 20 secondes. C'est dire le temps que ça a pris. Ils ont vraiment freiné. Bah oui, ils rigolent entre eux parce qu'ils disent allez, pas de chance, on a raté notre coup. Et voilà, ils sont repartis. Et cette fois-ci, je pense qu'on ne les dépassera plus. Donc déjà, on voit, Vincent, ils vont un petit peu plus vite. Et puis c'est quand même sympa cette tradition des 24 heures de se dire voilà, on reste derrière les leaders, maintenant on ne les dépasse plus et tout le monde arrive un peu en cortège sur la grille, sur la ligne d'arrivée. Voilà, tous les commissaires vont sortir leur drapeau et les pilotes aiment saluer le travail des commissaires en bord de piste qui sont là aussi eux depuis plus de 24 heures, qui ont eu un travail très difficile puisque les conditions de course ont été extrêmement compliquées, donc extrêmement de problèmes en piste. Donc voilà, on peut saluer aussi le travail des commissaires et on peut aussi avoir une petite pensée pour la Corvette du Team SRT qui a eu une énorme sortie de route comme vous l'avez signalé tout à l'heure jeudi soir, qui ont eu énormément de travail et qui ont remis cette voiture en état pour la course, pour le warm-up d'abord et puis pour la course et puis qui malheureusement pour Maxime Soulet qui est un excellent pilote, un jeune pilote qui est le pilote qui monte pour l'instant et malheureusement pour Maxime il n'a pas eu la chance de monter dans la voiture et il n'a pas eu la chance de briller lors de ces 24 heures et c'est vraiment dommage pour ce team qui avait fait un très bon boulot. Toute l'équipe est sur le muret du côté du Vitaphone Racing Team pour accueillir Eric Van de Poel, Alessandro Pierguidi, les 2 pilotes qui sont au volant de ces 2 voitures, la Maserati numéro 1, la Maserati numéro
2 et Eric Van de Poel qui file vers sa 5e victoire après celle de 1987, celle de 1998, celle de 2005, celle de 2006 et maintenant 2008. Vous l'avez dit Vincent, 21 ans entre la première et la 5e victoire. Voilà le boss Michael Bartels, le premier pilote de cette voiture, le propriétaire de cette voiture et de ce team qui est en tête du championnat FIA-GT, parce qu'il ne faut pas oublier ce championnat FIA-GT, c'est un championnat et la course ici compte double. Vous avez à la droite de votre écran Andrea Bertolini, Stéphane Sarrazin, Michael Bartels à gauche. Ils sont à la chicane, plus que quelques... C'est l'équipage de la une, et c'est Eric Van de Poel qui est au volant et voilà les deux voitures côte à côte. Eric qui sort la main. Bravo à tous ces pilotes. Voilà l'équipage de la voiture leader qui applaudit son pilote. Eric Van de Poel, ils sont tous très contents et c'est tous des costauds, hein. Stéphane Sarrazin, il a fait Le Mans, il a fait du WRC en championnat du monde également, donc il a fait même une course en Formule 1, donc tous les championnats dans lesquels il a été au top de la catégorie. Et puis deuxième place, on est content pour eux, Stéphane Lemray, Miguel Ramos, Alexander Negrao et Alessandro Pierguidi. Troisième, vous êtes dans la voiture, c'est celle de Philippe Peter et de Darren Turner et Alan Simonsen, voiture qui est également dans le championnat FIA-GT, qui a fait une bonne course et qui termine à 8 tours des leaders. Bravo messieurs, parce que c'était long et vous avez battu le record de distance, 577 tours. Le record précédent était de 571 tours, autant dire Vincent que ça a roulé vachement vite, hein. Oui, et encore, comme je me répète, mais les conditions ont été très difficiles. On n'a pas eu l'occasion de rouler 24 heures en slick. On a dû mettre les pneus de pluie, on a dû mettre les pneus intermédiaires. Donc ça a été une course difficile au niveau des pneumatiques, au niveau des choix. Et donc automatiquement, le fait d'avoir atteint les 577 tours, c'est assez formidable. Ça veut dire qu'on n'a pas eu trop de safety car non plus. On n'a pas eu... Une heure, grosso modo, 1h05. Ouais, c'est peu. Pour une course de 24 heures, c'est peu, hein. Alors, le classement GT2, Fabrice. La voiture numéro 77 roule vers sa victoire, suivie par la Porsche numéro 61, pilotée entre autres par Westbrook. Et puis troisième position dans cette catégorie GT2 pour la voiture numéro 50, c'est la Ferrari F430 de AF Corset, pilotée notamment par Mika Salo. Une courte page de pub à nouveau, et puis on retrouve tous ces protagonistes hors de leur voiture pour la cérémonie du podium. La ville de Bruxelles et Lipton Ice Tea présentent... Capitaine, parasol et sable fin à tribord, enfin, de ce côté-là. Oui, Julie, c'est la place 5 toilettes. Le salut des commissaires, le salut des pilotes et la fierté qui est la nôtre d'avoir également un vainqueur de classe. Cette fois-ci, c'est dans le G3, dans le groupe 3. C'est la voiture numéro 123, 13e place au général, leader et vainqueur même dans ce groupe 3. Piloté notamment par quelqu'un que vous connaissez bien, Vincent, Jean-François Emeraulle. Oui, Jean-François Emeraulle qui roule pour le team Mühlner, qui a été appelé en dernière minute et qui, je l'imagine, a fait du très très bon travail puisqu'il gagne la catégorie avec, si je me trompe, 3 tours d'avance. C'est du 5 tours d'avance. 5 tours d'avance et il a signé mercredi, hein, donc vraiment tout juste. C'est ce qu'on appelle de bons coups de téléphone, ça. Alors également à signaler la voiture numéro 160, c'est celle de Loax, Dermont, Lamotte et Yann Hélène notamment, l'ancien pilote de Chamcar, ils sont 16e. Et puis François Duval qui est à l'arrivée 18e au général sur cette Porsche numéro 145. Et pour revenir sur la victoire d'Emeraulle, c'est même le doublé pour le team Mühlner, puisque la 123 et la 124 sont respectivement première et deuxième du groupe 3. Et en plus, c'est du très local, puisque Mühlner est basé à Francorchamps. On vient de voir la joie de Stéphane Lemray. Maintenant on attend que les voitures rentrent, hein. Les commissaires les ont salués, les pilotes ont salué les commissaires, il faut leur rendre hommage. Je crois qu'ils sont 800 ici sur la piste, 600 ou 800, je ne sais plus exactement, je crois que c'est peut-être 600. 40 pompiers, 20 médecins et 90 commissaires pour les stands. Bravo à vous messieurs pour votre disponibilité et votre générosité. Sans vous, il n'y aurait pas de course de 24 heures ici à Francorchamps. Et ben voilà
voilà, alors Eric Van de Poel, tout à fait, il a fait un tour très lentement pour essayer de ne pas faire le tour de trop. Et bien maintenant, il fait un tour très lentement parce qu'il le savoure pleinement, ce tour qu'il le ramène ici dans la pit lane pour savourer cette 5e victoire. C'est le recordman de l'épreuve. Il prend ainsi le meilleur sur Thierry Tassin et sur Jean-Michel Martin, qui sont eux à 4 victoires et qui ne roulent plus. Voilà la voiture qui rentre, ça c'est la numéro 2. Les autres voitures rentrent dans la pit lane normalement, mais il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu ça se relâche, embouteillé. C'est une fin de course, hein, ça fait toujours plaisir, c'est un peu la fête, mais il faudrait quand même que les prétendants au podium puissent rejoindre la meilleure place. Alors c'est fait pour la voiture numéro 1 et c'est Eric Van de Poel qui va en sortir, avec le délégué de la FIA qui lui ouvre la porte. Voilà monsieur. Il est attendu. Alessandro Pierguidi qui est le premier à féliciter Eric. Ça fait un an qu'Eric attend ça. Eric qui ne sort pas, il ne sort toujours pas Eric. Et on est content pour eux, hein, c'est vraiment très sympa. Voilà, ça c'est la pit lane. Voilà, sur le toit de la voiture. Eric Van de Poel, il est ravi. Il est ravi et il va rejoindre ses équipiers, il va rejoindre le podium. Et on attend l'Aston Martin, elle est là, elle était là en tous les cas. Voilà, on attend l'Aston Martin de Philippe Peter, Darren Turner. Elle est là, elle est garée. Thompson et Alan Simonsen. Voilà, et ça, ce sont les autres voitures. Celles qui terminent dans le classement. Alors on voilà dit 1 Van de Poel, 2 Lemray. Voilà le classement de cette course. 1 Barthez, Bertolini, Sarrazin, Van de Poel. 577 tours. Devant Negrao, Ramos, Lemray, Pierguidi, un doublé belge sur le podium, ça nous fait super plaisir. 3e Peter, Simonsen, Turner et Thompson. 4e Okot, Daoudi et Ferté. On ne les attendait pas à cette place-là, soyons honnêtes. Et puis 5e au général, c'est la première GT2, la Ferrari 430 de Malucelli, Roberto, Camatias et Rigon. Qui aura fait une course vraiment intelligente, vraiment prudente et presque parfaite. Hein. La première Porsche en GT2, elle est 2e dans sa catégorie, c'est celle de Collard, Westbrook et Lieb, bien sûr. Alors on aimerait bien un petit peu voir ce qui se passe du côté du podium, qui n'est pas très loin de notre position, mais que l'on n'aperçoit pas d'ici. Il faut savoir que notre ami Michael Bartels et Andrea Bertolini sont arrivés en tête du championnat FIA GT à Francorchamps, et que là ils vont quitter avec un nombre... Ah oui, ils avaient 2 points d'avance, ils avaient pris le maximum. Là, ils avaient 24 points et donc ils en prennent 20, donc ils vont être à 44 points au championnat, alors que derrière eux il y avait Wedlinger et Sharp qui n'ont pas marqué de points ici, il y avait Bouchu et Massen qui n'ont pas marqué de points non plus, et puis derrière on trouve Ezemans et Gullin, toujours ex-aequo à la 2e place, qui n'ont pas marqué de points non plus. Donc c'est vrai que vous faites bien de le souligner, Vincent. Au niveau du championnat, 22 points d'avance pour Bartels, Bertolini. Et on revoit le départ avec tout de suite la 5 qui était en difficulté après un accrochage avec la Maserati numéro 2. La 3 de Maxime Soulet qui... La Belli Calcar qui a failli... Voilà. La 3 de Maxime Soulet. On a vu Xavier Massen qui tirait tout droit. L'accrochage aussi. L'accrochage entre les 2 voitures du team... CR Scuderia. L'accrochage entre Jos Menten et Bertlongin. Oui. Vous étiez avec nous en live à ce moment-là. Ça, c'était la voiture numéro 1 qui pourchassait la Porsche de David Loax et Yann Helen. Oui. Et qui pourchassait l'Aston Martin qui allait terminer 3e. Ça, c'est la 5 qui rentre après avoir pris feu. L'accident Karl Wendlinger qui et allait la être Corvette. lourd de conséquences et pour l'Aston Martin de Karl Wendlinger et pour la Corvette de Ezemans. Ça c'est la Lamborghini qui se fait peur en haut du raidillon. Ça c'était l'Ascari, si je me souviens bien. Tout à fait. Vous étiez en live avec nous à ce moment-là également. Et voilà le classement pendant la nuit
avec les Maserati qui ont été en tête dès le début de la soirée, un petit peu comme chaque année. Elles partent toujours très à l'aise et puis elles attaquent progressivement, elles montent en régime. Fabrizio Golin qui est rentré au stand, vous étiez avec nous ce midi quand il a pris feu. Bruit de l'injection d'essence. L'abandon malheureusement de la gilet Vertigo. Alors, la voiture qui a terminé 3e, Aston Martin. Discussion entre Bertolini et Bartels. La voiture leader en GT2. Devant cette voiture, la Porsche, qui terminera finalement 2e dans ce GT2. La pluie, c'était ce midi. Et tout de suite, une fin de course qui se complique un petit peu. L'espoir chez Vitaphone. Là, vous êtes au volant avec Darren Turner. La numéro 50 qui a fait une belle course. Elle est partie des stands hier, rappelez-vous. Allez, on se calme, nous dit Michael Bartels. C'est finalement l'arrivée. Salué par Roland Brunserad, le directeur de course. Et on peut voir la Ferrari de Damien Koons, Armand Fumal, Julien Scroyen et Fadianato, qui ont terminé, je pense, 7e dans leur catégorie. Alors, la cérémonie du podium. On attend que les pilotes soient conduits. Tout le monde est là, tout le monde est prêt en dessous du podium, qui est situé à gauche de la pit lane Formule 1. Pour ceux qui connaissent les lieux, c'est-à-dire c'est ici, tout au bout de ce bâtiment. Et on en parlait justement du championnat FIA GT avec Bartels Bertolini qui prennent la tête avec 44 points. Deuxième Negrao et Ramos, 31 points. Et puis troisième Philippe Peter, associé à Allen Simonson, troisième place. Donc tout ce petit monde a fait une très bonne opération. Les grands perdants évidemment ce sont Golin et Zemans et Sharp Wedlinger. Sharp Wedlinger qui ont quand même gagné 2 des 4 courses qu'on a déjà disputées, 2 des 5 courses maintenant qu'on a déjà disputées, et eux qui sont finalement bien largués. Vincent, en attendant la cérémonie de podium, on vous retrouve quand là prochainement? Mais là, évidemment, ma prochaine course c'est Bucarest avec la Saline. Maintenant, il faut voir dans quel état se trouve la voiture. Ça n'a pas l'air terrible là, quand on voit ça comme ça. Donc, il faut voir s'il y a un châssis de disponible chez Saline aux États-Unis. Il faut que ce châssis puisse rejoindre les ateliers du team L'Arbre Compétition. Auquel cas, on pourrait éventuellement participer à cette manche de Bucarest, mais il n'y a rien de moins sûr pour l'instant. D'accord. Et puis je vous connais, vous êtes déjà en train de préparer les 24 heures 2009. Vous avez déjà des noms, des teams, des voitures en vue, des numéros de téléphone. Et on espère que l'an prochain, on pourra dire à ce micro ce qu'on vient de dire sur Eric Van de Poel. Ça faisait un an qu'il fallait que le destin change d'orientation. Tous les officiels, Stéphane Rattel, tous les organisateurs de cette épreuve, du championnat. Et tout ça en face de la nouvelle tribune, celle qui est en face forcément des stands F1. Souci du détail encore et toujours, puisqu'il a le drapeau avec les sponsors dessus. On vous le dit, le Bartels c'est un mec parfait. Super pilote, super marketing manager, super communicant. Voilà le patron de chez Vitaphone. Voilà Eric qui est là. Patricia Kiefer de SRO, organisation, qui va réglementer tout ça. On revoit quelques images du Tour d'honneur. Et voilà, les troisièmes du team Gigawave. À gauche, Philippe Peter qui était avec nous tout à l'heure. À côté de lui, Alan Simonsen, Andrew Thompson et Darren Turner. Les deuxièmes, Stéphane Lemray qui est le premier à monter sur le podium. Negrao à votre Alessandro Negrao. Voilà, ça c'est Miguel Ramos qui va sur la gauche, l'homme qui n'a pas conduit cette nuit pour être frais ce matin.
le petit Alessandro Pierguidi. Et les vainqueurs. Et les vainqueurs, Bertolini, Bartels, Sarrazin et Van de Poel. Eric Van de Poel, lauréat en 87, en 98, en 2005, en 2006, en 2008, on peut le dire maintenant. C'est le roi des 24 heures. Et il aurait pu gagner 7 fois, nous disait-il, si j'avais pas fait de bêtises en 2007 et si je n'avais pas eu ce problème mécanique en 92, lorsqu'il a été rattrapé par Steve Sauper à un demi-tour de l'arrivée. Belle carrière quand même, et pourquoi pas 6 victoires, hein, il pourrait être là en 2009 avec cette voiture. Et cette année, c'est bien l'hymne national. C'est pas l'hymne hollandais qu'on a vu l'année passée qui nous avait un petit peu troublé. C'est l'hymne allemand pour le team. C'est la première fois qu'on voit un podium dans cette nouvelle pit lane en face de cette nouvelle tribune F1. Et ils ont l'air de bien s'y sentir, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a assez de place finalement sur les marges du podium, même s'ils ont l'air quand même un petit peu serrés. Mais bon. On voit un beau podium bien solennel. Il y a droite Patricia qui prépare les coupes. Et les Miss qui sont prêtes. Et donc effectivement c'est Michel Jodogne, le directeur général du RACB, qui va remettre la coupe au vainqueur. Michel Jodogne qui remplace François Cornelis, le président du RACB, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et sur ces images, on va tout doucement pouvoir se quitter. Vincent, à nouveau un grand merci d'être venu à ce micro pour vivre avec nous la fin de la course. On vous souhaite de bien jolies réussites pour la fin de saison. C'est avec plaisir, hein. Bon, j'espère que la fin de saison avec mon équipier Greg Franchi, j'espère que ça se passera un petit peu mieux. J'aurais vraiment voulu pour Greg qu'on puisse accéder à ce podium. Malheureusement, voilà, on était, je veux dire, pas mal parti puisqu'on était en pole position, donc ça c'est pas mal parti. Mais finalement, nous ne sommes jamais partis. Donc, et prochaine course, voilà. C'est à Brno. Si tout va bien. La prochaine course c'est à Bucarest, mais certainement à Brno parce que Bucarest ça me paraît être assez short. Philippe Jacquemot, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes les équipes techniques, et je vous rappelle que tout cela continue en télévision et en radio. Pour la télévision, c'est le journal de 19h tout à l'heure, et puis l'émission Moteur jeudi soir sur Club et dimanche sur TVI. Et puis suivez également tous les résumés et les réactions à chaud de ces 60e 24 heures de Spa sur Bel RTL. Voilà, et nous disons également merci à Benoît Demus et à Daniel Doscrève qui nous ont bien aidés dans les coulisses pendant cette course. Et puis prochain rendez-vous FIA GT, eh bien ce sera après la course de Bucarest. Commentaire que je pourrais assurer avec Stéphane Lemeret également. Voilà. Merci à tous. Bon après-midi à tous et bravo à Eric Van de Poel. Oui. Vincent. Victoire de Kovalainen pour son premier Grand Prix, première victoire de Kovalainen en Formule 1. Voilà, comme ça on est complet au niveau info, et bravo à messieurs Bertolini, Bartels, Sarrazin et Van de Poel. Et mention spéciale à Stéphane Lemeret qui est sur le podium aussi, 2 Belges aux 2 premières places de ces 60e 24 heures de Spa. Ça nous fait très plaisir. Au revoir à tous. Salut.